En Grande-Bretagne et en France, le malaise ne cesse de grandir. Ce procès ne sera-t-il pas une arme à double tranchant? Pour ne citer qu'un exemple, pendant des années, le monde entier a entretenu des relations officielles, parfois même amicales, avec le gouvernement hitlérien. Ne s'expose-t-on pas à s'entendre certifier, par une cour internationale et devant les journalistes du monde entier, qu'on a frayé avec une bande de criminels? Le Foreign Office est le premier à renâcler. Puis les Français annoncent qu'ils ne tiennent guère à ce que le procès ait lieu. Quant aux Russes, ils préfèrent toujours les exécutions sommaires et massives. Un collaborateur d'Anthony Eden offre une suggestion géniale, le projet napoléonien. Les grands criminels de guerre ne seraient pas fusillés, ni même jugés, on les condamnerait simplement, tout comme jadis l'empereur, à l'exil dans une île isolée. Des semaines durant, ce plan va flotter de murmure en chuchotement dans les couloirs et les bureaux des chancelleries. Plus on en discute, plus on le considère comme excellent. Ne serait-ce pas la solution idéale, l'issue la plus commode? Jusqu'au jour où Washington intervient avec une netteté des plus désagréables. Nous autres, Américains, exigeons un procès. À Londres, à Paris, c'est un concert de lamentation auquel s'ajoutera bientôt un grondement venant de Moscou. Le 19 mai 1945, par la voix du commentateur de la radio officielle, Staline lance aux Occidentaux qu'on se décide enfin à les coller au mur, les nazis. Bref, on tourne en rond, jusqu'à l'apparition providentielle d'un homme qui va démêler l'imbroglio, adroitement, patiemment, avec une énergie souriante. Chargé de mission par le président Truman, il parcourt l'Allemagne affamée, surgit à Paris et à Londres pour les entretiens mystérieux, s'impose aux uns comme aux autres, et très vite réussit à prendre la première place dans la partie serrée qui va se jouer. Déjà la presse mondiale connaît son nom. Robert Agwauth Jackson, juge à la Cour suprême des États-Unis, futur chef de l'accusation américaine à Nuremberg. Les spécialistes suivent avec attention ses efforts sur le double plan politique et juridique. Parmi les nombreuses difficultés auxquelles il se heurtera, l'une surtout paraît insurmontable. Comment éviter de donner au monde le pénible spectacle d'un groupe de vainqueurs jugeant un groupe de vaincus? Il y a là quelque chose de choquant, presque un défi à l'équité. On a certes songé à d'autres solutions, notamment à, premièrement, un tribunal composé de neutres. Malheureusement, le nombre des pays réellement neutres est si réduit que l'idée se révèle irréalisable. Deuxièmement, un tribunal allemand qui jugerait ses propres nationaux. Aussitôt, on se souvient d'un précédent fâcheux qui se place après la Première Guerre mondiale. À l'époque, les vainqueurs avaient exigé dans le traité de Versailles qu'on leur livrât les criminels de guerre allemands afin de les faire juger à l'étranger par des tribunaux militaires internationaux. La liste comprenait plusieurs milliers de noms, en tête celui de Guillaume II. À la lettre G, on trouvait déjà celui de l'aviateur Hermann Göring. Or, cette disposition devait rester lettre morte. La Hollande refusa l'extradition de l'ex-Kaiser. Et le gouvernement allemand pensa que l'arrestation par ses fonctionnaires de tant d'hommes se solderait par sa chute et très probablement par la Révolution. Les diplomates proposèrent alors, pour arriver au moins à un résultat partiel, de traduire quelques criminels de guerre désignés par les Alliés devant la Cour suprême du Reich, à Leipzig. Il y eut en effet, en 1921, 12 procès qui se terminèrent par 6 acquittements, et autant de condamnations à d'insignifiantes peines de prison. Et l'affaire se termina comme il fallait s'y attendre, en queue de poisson. En 1945, les Alliés n'ont aucune envie de se laisser ridiculiser une fois de plus. Comme Londres, Paris et Moscou ne peuvent et ne veulent se mettre d'accord, c'est l'Amérique qui va prendre l'initiative. À San Francisco, lors de la session inaugurale des Nations Unies, Washington soumet à ses chers amis un projet détaillé de ce que pourrait être un procès international. 2 mois plus tard, Jackson réussit le tour de force de réunir les représentants des 4 grands autour d'un tapis vert et les oblige à prendre, enfin, cette fameuse décision commune. Ces délégués sont, pour les USA, Jackson lui-même, entouré de 10 assistants. Pour la Grande-Bretagne, le procureur général Sir David Maxwell Five, le Lord chancelier Jowett et 11 assistants. Pour la France, le conseiller de cour d'appel Robert Falco,
le professeur André Gros, spécialiste du droit international public, et 2 assistants. Pour l'Union soviétique, le général Yola T. Nikitchenko, vice-président de la Cour suprême de Moscou, et 2 assistants. Les délibérations ont lieu dans le plus grand secret. Au début, tout se passe fort mal. Si mal même qu'à plusieurs reprises il faut redouter l'échec de la conférence. Le procès-verbal des séances, publié seulement 4 ans plus tard, révèle des divergences d'opinion extrêmement graves. Il faut dire que certains problèmes paraissent insolubles. Premièrement, quelle sera l'attitude du tribunal si la défense allemande fait état des guerres d'agression et crimes à mettre au compte d'autres pays? Deuxièmement, comment justifier la mise en accusation et la condamnation de certains hommes dont les actes, en l'état actuel du droit, ne sauraient être qualifiés de crimes? Troisièmement, en créant des dispositions nouvelles, n'exposeront-on pas des hommes d'État des pays vainqueurs à être jugés, un jour, d'après ces mêmes dispositions? Quatrièmement, faudra-t-il aborder le chapitre scabreux des attaques aériennes contre les villes ouvertes et les populations civiles? Et ce n'est pas tout. Londres, où se tient la conférence, grouille de réfugiés estoniens, lituaniens, lettons, polonais. Ces exilés contestent vigoureusement aux Russes le droit de siéger dans la future Cour internationale. L'URSS, qui en 1939 a fait cause commune avec Hitler pour dépecer la Pologne, qui a mené des guerres d'agression contre la Finlande et les États baltes, qui s'est rendu coupable de tant d'exactions, devait figurer parmi les accusés, et non parmi les juges. Même la délégation britannique éprouve des appréhensions. La défense allemande présentera probablement l'occupation de la Norvège comme un acte de légitime défense, attitude qui risque de nous mettre en difficulté. Ce serait très désagréable. Jackson a déjà trouvé les moyens d'éviter cet écueil. C'est l'œuf de Colomb. Il suffit d'y songer. On insérera dans les statuts du tribunal l'obligation de limiter les débats aux actes commis par les accusés. Donc, interdiction formelle de critiquer, ou même de qualifier, les actes des gouvernements vainqueurs. Par bonheur, les entretiens de Hitler avec ses généraux démontrent nettement le caractère agressif des plans allemands. Ainsi, l'absence d'une définition de l'agression ne se fera pas trop sentir. Un autre problème est celui de la responsabilité, plus exactement de la culpabilité personnelle. Relativement facile lorsqu'il s'agit d'un Göring ou d'un Frank, il devient extrêmement délicat dans le cas de certains techniciens. Dans celui par exemple de Sacht, l'expert financier qui n'a participé à aucun crime, à aucune infraction au droit international. Ici, Jackson propose de recourir au concept américain de la conspiration. Schacht s'est fait le complice des bandits hitlériens, mais il s'est cantonné dans son domaine. De ce fait, seule notre théorie de la conspiration permettra de le mettre en accusation. Sans elle, il pourrait exiger et obtenir un non-lieu. Là encore, on se met d'accord. Les statuts du tribunal devront prévoir l'acceptation de la culpabilité individuelle, et le premier point de l'acte d'accusation, la base en quelque sorte, formulera la thèse de la conspiration. L'entente sera encore plus facile en ce qui concerne les attaques aériennes. Dans ce domaine, si les Allemands ont été les premiers à pratiquer la guerre totale, les Anglo-Saxons n'ont pas la conscience tranquille. Il y a des faits qu'il vaut mieux passer sous silence. En revanche, on va batailler ferme pour le choix de la ville où se déroulera le procès. Les Russes proposent Londres ou Berlin. Les Anglais suggèrent Munich. Jackson, lui, ne dit rien. Il agit. Sautant dans un avion, il se rend à Francfort pour consulter le général Lucius Clay, gouverneur adjoint de la zone américaine. Voyez-vous une ville allemande où nous pourrions disposer de locaux suffisants? Une vaste salle de tribunal, une prison, des logements pour les journalistes? Certainement. Le palais de justice de Nuremberg est pratiquement intact. Jackson hoche la tête. Nuremberg, la ville des congrès nazis, des triomphes les plus spectaculaires de Hitler et de ses acolytes. Voilà qui serait parfait. Anglais et Français sont du même avis. Les Russes, eux, hésitent. Finalement, ils subordonnent leur accord à 2 conditions. A. Que le siège permanent du tribunal soit fixé à Berlin, et B. Que seul le premier procès ait lieu à Nuremberg. C'est qu'on envisage encore à ce moment-là toute une série de procès. Les soviets songent même à quelques 200 000. Jackson a beaucoup de mal à leur démontrer la folie d'un projet aussi démesuré. En fin de compte, ils se contenteront de la mise en accusation de certains groupements.
comme les milices d'assaut, SA, et les SS. Procédé qui permettra de faire l'économie de milliers de jugements individuels. Le 18 octobre 1945, les membres du tribunal international peuvent enfin se réunir à Berlin pour la séance inaugurale. Le même jour, les inculpés reçoivent l'acte d'accusation. Véritable monument de 25 000 mots, le texte est divisé en 4 grands chapitres. Premier, conjuration. Les accusés ont élaboré et poursuivi en commun un plan tendant à la conquête du pouvoir absolu. De même, ils ont agi de concert dans l'exécution de leurs crimes ultérieurs. Deuxième, crime contre la paix. Les accusés ont, dans 64 cas, violé 34 traités internationaux, commencé des guerres d'agression et déchaîné un conflit mondial. Troisième, crime de guerre. Les accusés ont ordonné ou toléré des assassinats collectifs sur une immense échelle, des tortures, la mise en esclavage de millions de travailleurs, le pillage économique. Quatrième, crime contre l'humanité. Les accusés ont persécuté leurs adversaires politiques ainsi que les minorités raciales et religieuses. Ils ont exterminé en entier les collectivités ethniques. Ce n'est pas seulement une pièce judiciaire, ces pages sont remplies de détails tellement incroyables, tellement abominables, qu'elles dépassent en horreur les produits de l'imagination la plus morbide. Une lecture à vous donner la nausée.